Donc je vous remercie de participer à cette nouvelle séance du séminaire Mondialisation, territoire et citoyenneté, qui a débuté il y a à peu près un an avec différentes séances ici, mais également au CIDEF sur différentes thématiques qui ont trait au territoire, à la vie des populations dans les territoires et à la citoyenneté. Et aujourd'hui, nous voulons aborder avec Héloïse Nez, qui est enseignante en sciences politiques à Paris 13, et Julien Talpin, et par ailleurs, qui est aussi membre de l'ADELS et de la direction de l'ADELS, qui est l'Association pour la démocratie locale, pour aller vite, et Julien Talpin, qui est chercheur au Centre d'études et de recherche administration politique et sociale. Nous voulons aborder la question des territoires, de la démocratie et de la démocratie participative. Si vous le permettez, alors on a distribué un texte, je voudrais faire quelques remarques préliminaires avant de leur passer la parole, parce qu'ils ont beaucoup travaillé sur... et il y a le livre, j'ai plus le titre en tête du livre, qui a été publié par l'ADELS et les éditions Yves Michel, donc il y a tout un travail qu'ils ont fait tous les deux par rapport, et moi qui suis un élu communiste et républicain, qui ont fait tout un travail sur la démocratie, pas simplement sur les municipalités à direction communiste ou sympathisantes communistes, mais ont travaillé sur beaucoup de municipalités, on en fait le bilan, et ils auront l'occasion de nous parler de ce travail qui est très intéressant. Moi, dans la note que l'on a distribuée, je parle d'un enjeu politique et sociétal majeur afin de répondre à la crise de la représentation politique et redonner confiance à nos concitoyens. Eh bien, il faut construire une démocratie participative pour une citoyenneté active. Alors, je sais que le terme de démocratie participative, de participative, fait débat. On peut parler de démocratie active, etc., mais on aura l'occasion d'y revenir. Nous sommes nombreux à penser que dans le monde où nous vivons, je ne développerai pas cette partie, mais avec les enjeux et défis planétaires auxquels nous sommes confrontés, les populations, mais tous les territoires, quels que soient les territoires, que ce soit des territoires urbains, de métropole, mais aussi des territoires ruraux, comme je suis élu dans l'Allier et en Auvergne, et donc je connais ces territoires. Tous les territoires, quels qu'ils soient, sont confrontés à tous les grands enjeux et défis planétaires, que ce soit le réchauffement climatique, les questions économiques, la crise systémique du capitalisme, etc. etc. Je ne développe pas, et confrontés à toutes les mutations que nous connaissons depuis 30 ans. Et face à ces défis et enjeux planétaires, face à cette crise profonde que nous connaissons, face à ces transformations sociales, ces transformations qui touchent la vie de nos concitoyens, il y a des réponses concrètes à apporter et nous sommes nombreux, effectivement, à penser que les réponses à apporter passent par une intervention de plus en plus forte et une intervention régulière de nos concitoyens face à ces défis, face aux politiques qui sont mises en œuvre sur les territoires, mais pas simplement au niveau institutionnel, je vais y revenir, mais également au niveau économique, même si ce soir on n'abordera pas forcément la question de la démocratie à l'entreprise, la démocratie et la démocratie sociale. Donc c'est un enjeu, si l'on veut, faire face à ces défis, sortir de la crise et répondre aux attentes de nos concitoyens ici, mais aussi et aux populations ailleurs, il y a besoin de cette intervention. Or, malheureusement, on peut dire que dans un pays comme le nôtre, la démocratie, mais ce n'est pas propre à la France, la démocratie française est en crise profonde. Et je ne vais rien vous apprendre, mais nous sommes, avec la Constitution de la Ve République, et avec une accélération depuis que le président Sarkozy est à la tête de l'État, on peut parler d'une pratique autocratique, d'une pratique... certains n'aiment pas le terme, mais quasi monarchique du pouvoir à la tête de l'État. Et on est loin des principes écrits par Jean-Jacques Rousseau dans le contrat social. Moi, c'est une citation
que j'ai l'habitude de faire partout. Si vous permettez, je vais la lire parce qu'elle guide, je crois, elle doit nous guider. C'est que la souveraineté, écrit-il, ne peut être représentée par la même raison qu'elle ne peut être aliénée. Elle consiste essentiellement dans la volonté générale, et la volonté ne se représente point, elle est la même ou elle est autre, il n'y a point de milieu. Les députés du peuple ne sont donc ni ne peuvent être représentants, ils ne sont que ses commissaires, ils ne peuvent rien conclure définitivement. Toute loi que le peuple en personne n'a pas ratifiée est nulle, ce n'est point une loi. Donc on est loin, je veux dire, de ces principes, et on l'a vu, je veux dire, avec le débat sur la Constitution européenne de 2006, où le peuple se prononce contre la Constitution, et on a fait comme si le référendum n'a servi à rien, on est passé outre, je veux dire, la volonté populaire. On pourrait parler aussi du débat sur les retraites, etc. Et on se trouve dans une situation où la démocratie, on peut parler d'une démocratie qui est confisquée, et avec une crise à partir de là de la représentation politique, même si ça n'explique pas tout. Et je vous recommande de lire un livre qui est extrêmement intéressant, La démocratie de l'abstention, de Céline Braconnier et Jean-Yves Dormargen, qui analyse, à partir d'une cité populaire, qui est la cité des cosmonautes à Saint-Denis, comment, petit à petit, il y a un glissement, des habitants de ce quartier vers l'abstention, vers la non-inscription, et pour un certain nombre d'entre eux, vers le vote Front National, et on pourrait en discuter longuement là-dessus. Et si on calculait, comme aux États-Unis, la participation électorale sur le corps électoral, c'est-à-dire y compris ceux qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales, on s'apercevrait maintenant que les élus, qu'ils soient nationaux ou des élus régionaux, des élus départementaux, voire dans les villes, ne sont les élus maintenant que d'une minorité. Aux dernières élections cantonales, si on regarde bien, il n'y a que 37% des gens qui auraient le droit de voter qui se sont déplacés pour élire les conseillers généraux. Ça veut dire qu'on est est-on dans une démocratie quand maintenant il n'y a plus qu'une minorité de personnes qui s'expriment et élisent des élus. Et donc, on est dans je mets des guillemets à démocratie, dans une démocratie où ce qui compte, les citoyens sont désormais réduits à être simplement des spectateurs, consommateurs d'images. C'est à celui on voit bien, ça a été vrai aussi, c'est vrai dans d'autres pays, qui aura la meilleure image, pas forcément sur les propositions, et on est dans une démocratie de l'illusion et qui ne répond pas, et avec donc les conséquences que je parlais tout à l'heure, qui ne répond pas aux attentes d'une masse de nos concitoyens, notamment celles et ceux qui font partie des couches populaires, ouvrières et employées. Et Marcel Gauchet, dans un article en juin, disait « Notre démocratie est en passe de devenir dérisoire au sens où l'on n'attend plus rien de la politique. » Alors, je dirais plutôt, moi, au lieu de parler de la politique, parce qu'on s'aperçoit aussi, mais comme vous travaillez sur ces questions, que nos concitoyens, y compris celles et ceux qui sont dans les quartiers populaires, sont en attente de politique, mais ils refusent le politique, tel qu'il est perçu et pour X raisons. Et donc le politique n'inspire plus confiance, mais plutôt le rejet. Et ça, c'est grave pour l'avenir de la démocratie. Ça, c'est au plan national. Mais alors, moi, j'ai été président de conseil général, vice-président de région, donc j'ai à peu près fait tous les mandats. On est aussi, ça ne concerne pas simplement que le président de la République, voire les parlementaires. Cela concerne aussi les grandes collectivités. Il y a une dérive monarchique qui existe dans les grandes collectivités. Je vais vite, alors certains pourraient dire c'est un peu simpliste, mais je l'ai vécu. On retrouve au niveau local, je ne parle pas des petites communes, où là, on n'est pas dans cette démarche à plus de proximité, mais il suffit de regarder un certain nombre de présidents de région, c'est pour se rendre compte qu'on est aussi dans une dérive autocratique du pouvoir, et la personnalisation du pouvoir est devenue le cœur de notre démocratie. Le jeu a pris le pas sur le nous, le collectif a cédé le pas à l'individuel,
Et eh bien, un certain nombre d'élus politiques sacrés par le suffrage universel, en fait, régissent souvent les affaires publiques comme s'ils étaient propriétaires du territoire. Eh bien, et ça, c'est le résultat de la décentralisation telle qu'elle a été mise en œuvre. Alors, quand je dis ça, je ne suis pas opposé à la décentralisation, mais il y a certainement des réformes profondes à apporter pour avoir une véritable décentralisation et une véritable dynamique des collectivités, mais des dynamiques démocratiques. En fait, si je prends un exemple, en ce moment, on a un grand débat dans la région centre, Auvergne, Bourgogne, sur une nouvelle ligne à grande vitesse. On s'aperçoit qu'on est loin, je veux dire, de l'intérêt général et de la majorité du territoire. Chacun se dit il faut que ça passe chez moi. Donc on est dans des logiques de fief. Et ça, c'est le résultat de la décentralisation. Je ne développe pas, mais certains responsables de grandes collectivités, en fait, gèrent leur territoire, je veux dire, comme de petits États. Et on peut s'apercevoir que même certains perdent la réalité de l'échelle de leur territoire. Et que quand vous êtes dans une région de 2 millions ou 3 millions d'habitants, parfois on raisonne comme si c'était un État, alors que nous ne sommes qu'une région, nous ne sommes qu'une collectivité territoriale. Alors si on ajoute la spécificité bien française du cumul des mandats, hier soir, je regardais un peu le débat à la fin, le débat pour les primaires socialistes, Ségolène Royal a abordé un peu le cumul des mandats, mais on remet... mais le cumul des mandats... c'est l'inverse de la démocratie, du partage du pouvoir. Et un des enjeux, je dis cela, mais l'argument de la proximité, parce qu'on nous dit souvent, oui, mais il nous faut moins de mandats parce qu'il y a le mandat national et puis un mandat local. Mais il y a des pays, il suffit de regarder dans certains pays, les parlementaires n'ont pas de mandat local et ils exercent parfaitement leur mandat national. On a des parlementaires, et j'en connais un qui a un ami, il s'appelle André Chassaigne. Dans sa circonscription, lui, il a mis en place, sur tous les projets de loi, il les discute il met en place des groupes de travail, des ateliers, etc. On peut être parlementaire, être proche des citoyens et travailler avec eux les projets de loi et autres amendements. Et donc, un des enjeux, j'insiste là-dessus avant d'arriver sur la démocratie participative, mais un des enjeux des prochaines élections, pour celles et ceux qui se situent dans le mouvement de la transformation sociale, de l'émancipation humaine, eh bien, ça sera d'abord d'imposer l'interdiction du cumul des mandats à l'issue des échéances électorales. Et moi, je me déterminerai au niveau du vote sur un certain nombre de questions comme celle-ci. Ce sera d'imposer le scrutin proportionnel à toutes les élections et la limitation dans le temps de l'exercice des mandats. Parce que quand on prend le scrutin majoritaire, certains contestent, mais le scrutin majoritaire, il favorise la notabilité, il favorise la représentation masculine au détriment de la représentation féminine. Il suffit de regarder. Dans les conseils régionaux où il y avait la proportionnelle, il y a effectivement, dans les exécutifs, il y a quasiment 50% d'hommes et 50% de femmes. Regardez dans les conseils généraux. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans les conseils généraux, puisqu'on est en scrutin majoritaire. Regardons dans un certain nombre de villes où il n'y a pas le scrutin majoritaire. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi promouvoir une véritable gouvernance collective? On peut se poser beaucoup de questions sur la démocratie. Et les exemples sur la démocratie participative indiquent clairement qu'on peut, y compris au plan national, avoir d'autres pratiques nationales ou dans les grandes collectivités. On peut avoir aussi des présidences tournantes, y compris au niveau de l'intercommunalité. Bref, il y a beaucoup de... On peut, si on en a la volonté politique, sortir de cette démarche autocratique et monarchique du pouvoir. C'est-à-dire on peut repenser, et nos amis Sylvie Meyer et Jean-Pierre qui sont là sur l'économie sociale et solidaire pourraient le dire aussi, c'est aussi cette démarche qui guide tout ce secteur. Et alors, autre élément, moi j'insiste là-dessus, en fait, quand on parle certains parlent de mettre en place une sixième république, sortir du règne de la cinquième république, oui, c'est une exigence,
Et certains ont monté des associations pour une constituante, auquel moi j'adhère, mais pour construire avec l'ensemble des citoyens une véritable république démocratique, solidaire, populaire, etc. Alors, un élément fort, mais qui, moi, m'interpelle, on a un certain nombre qui nous interpelle beaucoup, c'est l'exclusion, depuis maintenant un certain nombre d'années, des ouvriers des couches populaires de la représentation politique. Et ça, c'est un élément. Et quand je dis représentation politique, ce n'est pas simplement au niveau du Parlement. Bon, il suffit de regarder au niveau de l'Assemblée nationale ou du Sénat le nombre d'ouvriers qui sont là, il n'y en a presque plus. D'employés, il n'y en a presque pas. Donc on retrouve beaucoup d'enseignants, moi j'en suis un, mais d'enseignants, on retrouve des professions libérales, etc. Mais la masse des gens, ces ouvriers employés sont majoritaires dans le pays. Or actuellement, la majorité sociale du pays est une minorité politique. Et ça ne peut pas continuer, comme cela. Et vous verrez pourquoi la démarche de démocratie participative sur les territoires locaux est importante pour redonner, je veux dire, du goût à la politique, à ces couches sociales. Et c'est vrai aussi dans les conseils régionaux, c'est vrai dans les conseils généraux, c'est vrai dans les mairies des grandes villes. Donc voilà, cela aussi n'est pas le signe d'une démocratie pleine et entière quand on a la majorité de la population qui exclut de la représentation politique tant nationale que locale. Et dans ces conditions, eh bien, on a une participation, à partir du moment où la masse des gens ne fait pas partie des représentants, on a aussi une participation limitée des citoyens aux instances de décision et à la gestion des collectivités. En fait, mais nos amis le diront tout à l'heure, la France ne fait pas preuve de beaucoup de dynamisme et d'innovation au niveau de la démocratie participative ou la démocratie active. On est très loin par rapport à d'autres pays, y compris au plan européen. Parce qu'on nous parle souvent le Brésil, l'Équateur, la Bolivie ou autres, ou le Canada, mais en Europe, il y a des pays beaucoup plus en avance sur cette thématique-là. Alors, j'ouvre une petite parenthèse sur et on va en discuter, sur le terme démocratie participative. Alors, on a un ami qui aussi fait partie de cette maison, qui est le philosophe Bernard Vasseur, qui vient d'éditer un livre, La démocratie anesthésiée. On a échangé, alors par rapport à cette note, et il m'écrit, je vous le cite parce que ça fait partie du débat, il me dit quelle bizarrerie que la démocratie participative, car il est philosophe, et vous comprendrez, car cela suppose qu'il pourrait y avoir une démocratie non participative, c'est-à-dire une démocratie sans le peuple, ce qui est contradictoire dans le terme même. Non, toute démocratie, par définition et par essence, se fait avec et par le peuple souverain. Pas besoin en théorie d'ajouter le moindre adjectif au mot démocratie, où elle existe, ou elle n'existe pas. Je pense qu'il a raison. Mais de par le débat et les expériences et le vécu des gens, c'est aussi une manière de distinguer une démocratie participative où les gens sont actifs par rapport aux politiques locales. Et ce sont des acteurs réels de projets sur les territoires par rapport à une démocratie de type délégataire où les gens ne sont constitués, enfin une minorité maintenant des gens ne sont consultés qu'au moment des élections. Et donc, on peut dire qu'au niveau, même s'il y a un certain nombre d'expériences dont on va parler tout à l'heure, la France est un peu un désert dans ces démarches de démocratie participative. Et effectivement, le livre La démocratie participative inachevée, puis il y a d'autres livres. Moi, j'ai mis derrière cette note, il y a toute une bibliographie qui me paraît intéressante à la fois sur les débats de fond, mais aussi sur les questions d'expérience. Eh bien, dans ce livre, on s'aperçoit qu'il y a des démarches, et je reviens aux questions des couches populaires, ouvrières, vous notez dans cet ouvrage, par rapport à l'expérience de municipalités communistes, la démocratie participative s'appuie sur les couches moyennes du salariat, mais ne touche qu'à la marge les fractions les plus populaires, les populations issues de l'immigration et les jeunes. J'ai oublié de parler des jeunes qui, effectivement, ne participent
peu aux élections et ne se retrouvent pas non plus dans des démarches que certains élus souhaitent mettre en place sur leur territoire. En fait, on est dans une... Et ça, c'est pour moi qui préside le Centre d'information, de documentation et d'études et de formation des élus, nous essayons de travailler cette question, comment créer et avec aussi des universitaires, comment créer les conditions pour que la masse de ces gens, c'est les ouvriers, employés, ce qu'on appelle les couches populaires, réinvestissent le champ du politique à travers les territoires locaux. C'est un enjeu politique qui est, moi, à mes yeux, majeur, parce qu'il y a une note, j'en dis deux mots très vite, il y a une note que la Fondation Jean Jaurès vient de sortir par rapport au Front National et une partie des couches populaires qui basculent dans l'adhésion, non, parce qu'on disait jusqu'à maintenant c'est un vote protestataire, etc. Mais maintenant, les études montrent que dans certains secteurs, de ceux qui votent, il y a tous ceux qui ne votent pas, mais dans certains secteurs, 50% des ouvriers votent Front National. Et avec, c'est un vote d'adhésion. Donc ça nous interpelle. Et comment, je veux dire, à la fois dans le débat politique, mais sur les territoires de proximité que sont les territoires dans les communes, on peut mettre les départements, comment, à partir de projets qui se mettent en place sur les territoires, comment sortir d'une démarche délégataire pour être dans une démarche participative où les gens ne soient pas simplement comme ce qui se passe le plus souvent, et je peux parler moi de mon département, où il y a des rencontres, on réunit les gens et on leur présente ce qu'on veut faire, mais on est plus dans une démarche d'information et de dire, voyez ce qu'on fait, vous êtes d'accord ou pas? Mais on n'est pas dans une démarche de co-construction, de co-élaboration et de co-mise en œuvre des politiques publiques. Or, cette démarche participative, de mon point de vue, et on va aborder cette question, elle est centrale si on veut sortir du refus du politique, c'est-à-dire qu'on est dans la proximité. Et c'est peut-être là que l'on peut développer cette participation et redonner, de dire ma voix compte, mon action compte dans les territoires par rapport au projet, et peut-être la politique c'est peut-être autre chose que ce que je pensais. Et avec, bien entendu, on le dit souvent, du local au mondial, il y a d'autres aussi démarches à avoir. Voilà, moi, c'est un peu en introduction, je pourrais développer plus, mais voilà, face aux enjeux politiques nationaux, face aux défis, aux enjeux planétaires, comment, sur les territoires, aider à créer cette dynamique politique, démocratique, avec l'ensemble des populations, et notamment les populations les plus en difficulté, on parle les jeunes et les couches populaires, pour en faire des acteurs véritables des politiques publiques dans les territoires, mais aussi au plan national. Un autre débat mériterait qu'on aborde toute la question de la démocratie à l'entreprise, et y compris dans les démarches. Il y a eu des exemples, on pourrait des exemples intéressants dans le passé, qui montrent que les salariés sont en capacité dans les entreprises, avec les organisations syndicales, d'avoir leur mot à dire, et de peut-être même si on a quelques entreprises publiques ou privées, si on s'appuyait un peu plus sur les salariés, sur leurs compétences, sur leur intelligence, peut-être que certaines situations dramatiques que l'on connaît au niveau de l'entreprise ne se seraient pas déroulées. Et la situation que l'on connaît, et Sylvie Meyer qui est là pourrait parler aussi au niveau des banques, puisque nos amis se battent pour comment reprendre le pouvoir dans les banques. C'est une petite parenthèse que j'ouvre, puisque quand on sait que le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel, la Banque Populaire, la Caisse d'Épargne, ce sont des banques qui ont des statuts, alors même si ça a beaucoup évolué, mais qui au départ étaient des statuts coopératifs ou dans les mutuelles, et en définitive, on n'est pas dans des banques entièrement privées. C'est comment, là aussi, créer les conditions que nos concitoyens prennent le pouvoir dans les banques, prennent le pouvoir simplement dans les banques, et peut-être là aussi, dans les démarches de démocratie participative au niveau des collectivités, c'est aussi les élus, pourraient être aussi des ferments de cette dynamique par rapport aux banques et par rapport aux entreprises. Mais c'est peut-être aussi un autre débat qu'il nous faudra aborder. Et sans plus tarder, voilà, je voulais un peu introduire le débat en montrant qu'au-delà du terme
que l'on peut peut-être discuter, ces pratiques citoyennes sur les territoires sont nécessaires et indispensables pour l'avenir de notre démocratie, au sens noble du terme, et pour l'avenir d'un pays comme la France. Je vais vous passer la parole. Bonjour à tous. Alors, merci pour l'invitation tout d'abord, d'autant plus que je pense que sans trahir la pensée d'Héloïse, on partage assez largement tout ce qui vient d'être dit, donc je pense que ça fait une très bonne introduction à ce qu'on va vous raconter. On a décidé avec Héloïse d'intervenir au fond à la suite, mais on a construit notre intervention ensemble, parce qu'on a l'habitude de travailler ensemble, on a mené des recherches conjointement, et donc ce sera peut-être plus dynamique de cette façon-là. Donc ce qu'on voudrait faire aujourd'hui, c'est à la fois dresser un panorama au fond de la démocratie participative telle qu'elle s'est développée en France et ailleurs dans le monde depuis une trentaine d'années, et en évoquant, Héloïse le fera tout à l'heure, la façon dont les collectivités communistes se sont saisies de cette question de la démocratie participative. Et ensuite, on aimerait évoquer quelques pistes sur la façon dont, au fond, une démocratie participative, peut-être plus ambitieuse politiquement qu'elle ne s'est développée majoritairement jusqu'à présent, on va le voir, pourrait être envisagée dans les années à venir peut-être, le tout en s'inspirant d'expériences ici ou là qu'on a pu étudier directement ou pas, mais en tout cas notre propos est assez largement lié à des recherches de terrain et des études de longue durée qu'on a pu mener aussi bien à Paris, en banlieue parisienne, que en Italie, en Espagne, moi actuellement dans le nord de la France. Et donc c'est un peu le fruit de quelques années de travail qui sont à la source de nos réflexions aujourd'hui. Donc premier point sur où en est la démocratie participative, et ce qui me permettra peut-être de rebondir sur la question du terme. Donc tout d'abord, je crois qu'il faut souligner, c'est assez évident, mais bon, ça va peut-être mieux en le rappelant, que la démocratie participative, c'est aujourd'hui généralisé vraiment aux quatre coins du globe et dans tous les pays. Vraiment du Brésil aux États-Unis, d'Inde à l'Espagne, en France, partout dans le monde aujourd'hui, et notamment dans les collectivités locales, tout le monde essaye de faire participer la population au-delà de la seule participation électorale. Et c'est la spécificité, je vais essayer de détailler dans un instant, de ce qu'on appelle démocratie participative, c'est de faire participer la population au-delà du seul suffrage, qui est la spécificité de la démocratie représentative. Alors néanmoins, on va voir que cette volonté de faire participer au-delà simplement du vote peut prendre des formes très différentes. Budget participatif, jury citoyen, on va en parler dans un instant, conseil de quartier, débat public, etc. Alors, quel est le point commun entre ces différentes initiatives, et donc qui permet éventuellement de les regrouper derrière ce terme de démocratie participative, qui est souvent, c'est vrai, employé à tort et à travers, si bien qu'on s'y perd un peu pour comprendre ce qui se passe effectivement. On peut dire, en tout cas moi c'est la définition que j'emploie en général, que la démocratie participative, c'est l'association de citoyens ordinaires et d'associations à la définition des politiques publiques. Alors, ce qui laisse le champ assez vaste encore, puisque cette implication des citoyens peut être plus ou moins institutionnalisée, on va le voir. Elle peut toucher en priorité des citoyens qui sont peu organisés, des citoyens lambda, des citoyens ordinaires, ou à l'inverse, davantage la société civile. On verra, moi j'y reviendrai tout à l'heure, mais qu'à mon avis, l'intérêt de ce type d'expérience, c'est quand elle arrive à associer à la fois société civile et citoyens non organisés. Donc des publics qui sont néanmoins assez larges. Autre élément, le lien à la décision dans les expériences de démocratie participative peut être plus ou moins distendu, allant de la consultation. On va voir que c'est aujourd'hui la norme en France et assez largement ailleurs, en Europe et dans le monde, à des formes plus avancées de codécision où un pouvoir plus direct est en jeu et ce qui nous semble peut-être plus intéressant politiquement. Alors, un point néanmoins avant d'en venir à ça, comment expliquer au fond cette généralisation à tous les partis politiques de cette thématique de la démocratie participative, tous les partis politiques et dans la plupart des pays aujourd'hui. D'ailleurs, même, on peut le souligner, même la droite, aujourd'hui, reprend en partie à son compte, parlant de participation citoyenne, donc après, il y a un jeu sur les mots. Mais voilà, aujourd'hui, il y a cette idée qu'il n'est plus possible de faire de la politique sans faire participer, peu ou prou, le citoyen. La question, au fond, c'est comment faire, et comment faire peut-être pour que ce soit intéressant et que ce soit un moyen, en tout cas à notre sens, et pas uniquement en tant que chercheur d'ailleurs, mais aussi en tant que, je dirais, en tant que peut-être militant de la démocratie participative, pour que ces façons d'impliquer les citoyens soient un moyen, au fond, de promouvoir la justice sociale notamment.
Alors comment expliquer donc cette généralisation un peu partout? Je pense qu'il y a plusieurs raisons, juste pour y revenir rapidement, mais ça a été déjà en partie évoqué. La crise de la représentation, évidemment, le fait que la démocratie soit en crise, défiance envers les élus, baisse de la participation électorale, crise du militantisme. Et donc, il faut trouver de nouveaux moyens pour assurer un lien entre les élus et la population. C'est un des objectifs de la démocratie participative. Il y a également des raisons structurelles, liées en partie à la montée des niveaux d'éducation, dans la plupart des sociétés occidentales en tout cas, et partout en fait. L'idée étant que les citoyens n'acceptent plus des modes de décision trop descendants où ils n'auraient pas leur mot à dire et cherchent une implication plus directe dans la prise de décision. Il y a aussi une idée, mais bon, sur laquelle on ne reviendra pas forcément beaucoup ici, que, au fond, il y a une remise en cause en partie du monopole des experts et des scientifiques sur l'information et l'expertise auprès des décideurs publics. Et que, alors que pendant longtemps, en fait, la décision publique a été nourrie essentiellement de gens formés auprès de grands corps d'État, etc., il serait peut-être intéressant aujourd'hui d'élargir les formes d'expertise à d'autres perspectives et que les savoirs citoyens peuvent être un moyen peut-être de prendre de meilleures décisions. Alors, face à cette généralisation, quelle est la situation en France aujourd'hui? Alors, M. Méral l'a évoqué déjà à l'instant. La démocratie participative en France s'est développée, a principalement pris la forme d'une démocratie de proximité. La plupart des expériences se déroulent à l'échelle du quartier, et le meilleur exemple, évidemment, c'est la généralisation des conseils de quartier, notamment dans les villes de plus de 80 000 habitants, suite à la loi sur la démocratie de proximité qui a été votée en 2002 sous le gouvernement Jospin et qui a généralisé donc, dans les villes de plus de 80 000 habitants les conseils de quartier. Au départ, c'est plutôt apparu comme une avancée démocratique et on va voir que ça a néanmoins suscité quelques déceptions aujourd'hui en tout cas. Puisque la démocratie participative telle qu'elle se développe majoritairement, je vais un peu vite ici, mais en France aujourd'hui est essentiellement consultative, c'est-à-dire que, notamment dans les conseils de quartier, des vœux éventuellement sont émis, mais leur devenir est très largement incertain. L'élu reste bien souvent, et au-delà des conseils de quartier, c'est vrai, l'acteur central dans les réunions publiques et les réunions de démocratie participative. Déjà, il est présent, ce qui est assez largement une spécificité française. Si on assiste au même type de réunion, au même type de dispositif à l'étranger, moi j'ai vu en Italie ou en Espagne, il est même relativement inimaginable que les élus y participent. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas parfois intéressant que l'élu interagisse, etc. Mais il me semble, et on pourrait y revenir dans la discussion si ça vous intéresse, qu'il peut être intéressant d'avoir des institutions relativement autonomes et que le type de discussion qui s'engage, le type de projet, etc. n'est pas le même quand on a uniquement des citoyens qui s'auto-organisent entre eux que quand les élus sont là et quand on est dans une logique du coup beaucoup plus d'interpellation et de critique du pouvoir. Et donc, à ce jour, en tout cas, dans la plupart des expériences, l'élu garde la main sur la définition de l'ordre du jour et la circulation de la parole, et même symboliquement, sa présence change beaucoup de choses. Du coup, comme je le disais, il y a un certain désenchantement aujourd'hui à l'égard de la démocratie participative en France, pour plusieurs raisons, parce que la participation est faible. Numériquement, c'est très très marginal. Pour aller vite, les gens ne se pressent pas pour participer. Ensuite, vous l'avez dit à juste titre, il y a une... Alors que c'est un des enjeux, aujourd'hui, les classes populaires participent très peu dans les dispositifs participatifs. On l'a dit pour les cas qu'on a étudiés, qui étaient initiés par des collectivités communes, mais c'est vrai peut-être encore plus dans les autres villes, c'est principalement des classes moyennes qui participent, des classes moyennes plutôt au-dessus de 30 ou 40 ans en plus, et c'est évidemment un problème, et on verra en tout cas tout à l'heure comment il serait peut-être possible d'inclure davantage les classes populaires dans ces espaces, parce que ça nous semble également un enjeu absolument fondamental. Et donc du coup, loin de réenchanter le politique, alors que c'était un de ses objectifs, à ce stade, je dirais que la démocratie participative crée plus de cynisme chez les participants qu'autre chose. C'est-à-dire que non seulement il y a peu de gens qui y participent, mais les gens qui y participent, et vous en faites peut-être partie d'ailleurs, il y en a un grand nombre, au fond, qui arrêtent assez vite. Moi, j'ai fait des entretiens, par exemple, avec des gens qui avaient participé à 1-2 réunions, qui avaient participé pendant 1 an, et qui, au bout d'un moment, en sortent quand même relativement dégoûtés, parce qu'ils sentent que leur voix n'est pas suffisamment entendue. Et donc, si bien qu'au final, le réenchantement démocratique qui était attendu de ce type d'expérience est souvent bien mince, voire à l'inverse, crée ce que j'ai appelé de l'antipolitisme, c'est-à-dire que si même dans ce type d'instance on n'est pas entendu, que nous reste-t-il au fond? Donc, il y a un véritable
un véritable désenchantement quand même aujourd'hui. Alors, juste un mot, au fond, pourquoi? Parce qu'on va le voir, il y a quand même des expériences qui sont intéressantes en France, évidemment, et ailleurs également, mais pourquoi le panorama général est un peu décevant aujourd'hui en France, et pourquoi la France est peu innovante sur ces questions-là? Alors là, il n'y a pas forcément de réponse évidente, mais il y a quelques points quand même. Il y a une tradition, je dirais une culture politique républicaine qui est très descendante en France, où, au fond, l'élu a le monopole de la définition de l'intérêt général, et c'est quelque chose de très prégnant, et peut-être plus qu'en France, parce que la France était un pays centralisé, etc. Et cette tradition historique-là est, au fond, difficile à inverser, et que ça prend du temps, tout simplement. Deuxième point, et c'est aussi pour ça, moi, je pense que en tout cas, je suis content d'être ici aujourd'hui, c'est qu'il y a très peu de monde, au fond, qui se bat pour la démocratie participative en France. On est membre de la DELS avec Héloïse, qui essaye de promouvoir une certaine conception de la démocratie participative, mais pour aller vite, les divisions sont assez faibles. Les élus qui s'y intéressent sont pas légion, ou alors ils le font parce qu'ils n'ont pas trop le choix. Et les associations et les mouvements sociaux qui véritablement le mettent en haut de leur agenda politique sont peu nombreuses, alors que dans certains cas, à l'étranger, il y a des réseaux peut-être plus dynamiques. Et donc, il y a peut-être quelque chose à faire aussi pour encourager et faire entendre ce discours un peu plus fort que ce n'est le cas aujourd'hui. Donc, voilà sur ce panorama un petit peu rapide. Et en tout cas, notre propos, c'est pas de dire qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain, mais peut-être que une autre démocratie participative que celle qui s'est développée de façon majoritaire aujourd'hui en France peut être envisagée. On verra comment. Donc je passe la parole à Héloïse qui va d'abord essayer d'évoquer le cas des expériences communistes. Bonsoir à tous. Pour compléter un peu le panorama qu'a esquissé Julien sur donc un bilan de la démocratie participative en France, je vais vous parler donc d'une enquête qu'on a menée ensemble sur donc une étude spécifique sur la démocratie participative dans les collectivités communistes ou à direction communiste. En fait, nous, on est parti d'un constat, c'est le fait que les dispositifs participatifs qui sont initiés par des élus communistes sont surreprésentés dans le champ de la démocratie participative en Europe, d'un point de vue général, et en France en particulier. Par exemple, dans les expériences de budget participatif qu'on dénombrait en 2005, il y avait 12 expériences de budget participatif à ce moment-là, et 8 étaient mis en place par des élus communistes, dont 5 en région Île-de-France. Donc ça a été un petit peu notre... Alors, bien sûr, ces expériences restent tout à fait minoritaires dans le panorama français et dans l'ensemble des collectivités qui sont gérées par le Parti communiste, mais on a eu l'impression que la démocratie participative s'inscrivait dans différentes tentatives de rénovation du projet communiste, et notamment dans les communes populaires de ce qu'on appelait la banlieue rouge parisienne. Donc, on s'est appuyé sur des recherches qu'on a menées dans deux communes, Bobigny et Morsan-sur-Orge en Essonne, et dans un département, le Val-de-Marne, en essayant de comprendre, d'une part, pourquoi les élus communistes se sont intéressés à cette thématique participative plus que des élus d'autres tendances politiques, quelles sont les raisons, et est-ce qu'il y a une spécificité des politiques participatives qui sont mises en place dans ces collectivités, et donc plus particulièrement en Île-de-France. Donc pour synthétiser un peu les résultats de cette recherche sur le pourquoi, on a pu distinguer 3 facteurs qui sont à l'origine, donc cette multiplication des dispositifs participatifs dans les collectivités communistes. Alors je ne reviens pas sur les facteurs plus généraux qu'a évoqué Julien, d'émergence des pratiques participatives en général, mais il nous semblait que d'abord il y avait des raisons stratégiques d'un point de vue électoral, c'est-à-dire que la démocratie participative vise à répondre d'abord à un déclin politique local. C'est dans les villes qu'on a étudiées, la mise en place des dispositifs participatifs a été conçue comme un moyen de répondre à la montée de l'abstention. Et c'est souvent les résultats, par exemple, des élections en 1995, où il y a eu un taux d'abstention particulièrement fort, qui ont été considérés
par les élus de Mensan-sur-Orge comme de Bobigny, comme le déclencheur, le coup de semonce, c'est leur propre terme, de la démarche participative. Et c'est à partir de là que Bernard Versinger à Bobigny, que Marjolaine Rose à Mensan-sur-Orge ont commencé à mettre en place des politiques participatives. Et plus globalement, donc cette volonté un peu d'apporter une réponse à la montée de l'abstention, donc la démocratie participative a apparu comme un moyen d'inclure civiquement une partie de la population donc, qui ne prend pas part au vote, notamment les jeunes et les étrangers, même si de fait ils sont souvent absents des dispositifs qui vont finalement être mis en place. Mais c'était l'un des objectifs de départ. Et donc certains élus communistes ont ainsi pu voir dans la démocratie participative un moyen de renouer avec le contact avec les classes populaires, donc en proposant des modes alternatifs d'intégration politique et sociale, et cela dans un contexte qui était marqué par une disparition progressive des bases de l'encadrement politique des classes populaires par le parti, qu'il s'agisse du réseau associatif lié au parti ou d'une base militante active. Et donc, de ce point de vue, la démocratie participative a pu apparaître comme un moyen d'enrayer le déclin de ce qu'on appelait le communisme municipal, marqué donc par une distance croissante entre le parti et la population. Donc, au-delà de ces spécificités de la gestion locale, il nous paraît qu'il y a un deuxième facteur qui peut expliquer la prise en compte de cette thématique croissante par les élus communistes, c'est le fait le déclin politique et idéologique majeur qu'a connu le PCF au cours des 20 dernières années, et donc a incité un certain nombre d'élus à se lancer dans cette démarche. La démocratie participative est apparue de ce point de vue-là comme une opportunité en fait de reconstruire une identité positive, et la référence au mouvement populaire latino-américain a pu apparaître pour un parti à la recherche de repères identitaires comme un symbole qui permet d'incarner une identité partisane distincte et donc positif, et notamment on va le retrouver dans la référence au budget participatif de Porto Alegre et au mouvement latino-américain, à la participation en Amérique latine. Donc on a pu repérer comme ça une certaine mutation idéologique au sein du PCF au niveau national depuis le milieu des années 90. La question de la participation était introduite avec l'arrivée de Robert Rue au poste de secrétaire national, et depuis elle est devenue la ligne officielle du parti, même si de fait par exemple si on regarde le programme des dernières présidentielles, il n'y avait pas tellement de dispositifs précis qui étaient mis en avant, et finalement le projet politique n'apparaît pas forcément comme abouti sur cette question. Et finalement, donc, c'est le troisième facteur qu'on a pu repérer, c'est que l'émergence de ces pratiques participatives a été très liée à des acteurs en particulier. C'est des pratiques qui ont été défendues souvent par de nouvelles générations d'élus locaux qui ont pu y trouver un créneau politique porteur, comme c'était le cas de Bernard Versinger à Bobigny ou encore de Marjolaine Rose à Mensan-sur-Orge. Et donc le développement de pratiques participatives en banlieue rouge a pu s'expliquer par l'investissement personnel de certains élus locaux qui se sont aussi inscrits dans des réseaux cherchant à promouvoir la participation du public, et donc qu'on peut permettre une certaine mutualisation de ces pratiques de démocratie participative. Alors c'est notamment des réseaux militants, par exemple, autour des forums sociaux, où il y a eu un certain nombre d'échanges, notamment sur les budgets participatifs. Et aussi, on a pu soulever, par exemple, le rôle de l'appel à des prestataires extérieurs pour organiser ces dispositifs. C'est le cas, par exemple, de l'agence de communication Campana Eleb, qui a travaillé avec plusieurs collectivités communistes dans la région Île-de-France et qui a contribué à une certaine homogénéisation des discours et des pratiques sur la participation. Et il y a aussi eu, finalement, certains professionnels dans les services de démocratie locale qui ont pu aussi véhiculer en interne entre collectivités communistes des conceptions et des pratiques de la participation. Donc ça, c'était un petit peu sur le pourquoi, sur les facteurs qui peuvent expliquer donc la prise en compte de cette thématique par les élus communistes plus que par des élus d'autres tendances politiques. Mais finalement, sur la deuxième question, qui est celle de la spécificité des pratiques participatives, on s'est rendu compte avec nos recherches, en tout cas, et les cas qu'on a étudiés,
on repérait en fait plus une différence, une spécificité au niveau du discours sur la participation que réellement dans sa mise en œuvre, dans les pratiques mises en place. Au niveau des discours, les élus communistes qu'on a rencontrés ont en commun une justification très politique de leur démarche, donc centrée sur la crise du gouvernement représentatif et sur la nécessité d'un partage du pouvoir croissant avec les habitants. Et donc, dans les termes qui sont souvent évoqués, c'est l'idée de démocratiser la démocratie, d'une codécision entre les élus et les citoyens, d'un partage du pouvoir, et donc qui sont mis en lien avec un projet de transformation de la société. Et donc, la démocratie participative est aussi conçue comme un outil de revendication et de mobilisation de la population face à l'État. C'est un autre point mis en avant. Et donc, à ce niveau-là, ce n'est pas un hasard si souvent une des références, ça va être le budget participatif de Porto Alegre, sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard, sur le fait que cette référence soit particulièrement mobilisée par les élus communistes, parce que cette expérience, elle incarne le fait que la participation peut permettre au peuple de peser sur les décisions par la construction d'un mouvement politique, même si cette approche qu'on pourrait qualifier de mouvmentiste, finalement, elle peut être en contradiction avec un développement qu'on dit, des pratiques participatives qu'on dit top-down, c'est-à-dire qui vient par le haut et non par un mouvement social dans ces collectivités, qui sont mis en place par les élus plus qu'une revendication des citoyens. Donc, malgré cette radicalité du discours sur le partage du pouvoir, qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres partis politiques, quand on regarde les pratiques mises en place, on ne retrouve pas forcément de différences institutionnelles importantes, donc entre les expériences mises en place dans les collectivités communistes et celles initiées par d'autres partis. Donc il y a certaines municipalités qui ont quand même expérimenté des processus de coélaboration des décisions, mais elles restent relativement rares. C'est plus l'exception que la règle. C'est le cas à Morsan, où 20% donc l'expérience qu'a étudiée particulièrement Julien, où 20% du budget d'investissement de la ville était décidé au sein de 8 comités de quartier, disposant chacun de 60 000 € à investir dans des projets locaux. C'est aussi le cas à Grigny, donc là on sort un peu de la région Île-de-France pour arriver en Rhône-Alpes. Comment ? Voilà. Où les citoyens peuvent décider depuis 2005 de plus de 50% des dépenses communales d'équipement, donc ce qui correspond en 2010 à peu près 1,5 million d'euros. Mais toutefois, même dans ces collectivités, ces communes qui ont un budget participatif, il y a un certain nombre de décisions d'ampleur, par exemple sur des grandes opérations d'urbanisme ou sur les questions de logement social, qui vont être prises ailleurs que dans ces dispositifs. Et dans d'autres collectivités qu'on a pu étudier, qui représentent la majorité des collectivités aujourd'hui, par exemple à Bobigny et dans le département du Val-de-Marne, les pratiques participatives restent essentiellement de l'ordre de l'information et de la consultation. Alors, il y a eu une tentative d'implantation d'un budget participatif à Bobigny, mais elle ne s'est pas traduit par la mise en place de procédures décisionnelles. Et finalement, les dispositifs qui ont été mis en place laissent, comme la plupart des dispositifs, la grande majorité des dispositifs en France, le soin aux élus de décider selon le principe qu'on appelle d'une écoute sélective, c'est-à-dire qu'on va écouter les citoyens et ensuite faire sa propre synthèse du débat et prendre les décisions en fonction. Et donc, de ce point de vue, sur la question du rapport à la décision, les pratiques mises en place dans les collectivités communistes ne se distinguent pas toujours, ne se démarquent pas toujours des expériences mises en place par d'autres collectivités. Et d'une manière générale, on va observer donc, des contradictions assez fortes entre le discours et la pratique que reflète l'inscription ambiguë des collectivités communistes dans ce qu'on appelle la démocratie de proximité dont a parlé Julien. Il y a eu des débats pour la loi de 2002 donc, qui instaure notamment les conseils de quartier dans les villes de plus de 80 000 habitants. Il y a eu un certain nombre de débats où se sont opposées plusieurs positions, notamment sur les termes de démocratie
participative et ou de démocratie de proximité. Et dans ces débats, les députés communistes, notamment Bernard Bissinger, ont été parmi ceux qui défendaient l'idée d'une démocratie participative contre une démocratie de proximité, donc avec un réel partage du pouvoir. Et pourtant, en fait, dans les pratiques locales, et notamment à Bobigny, ils s'inscrivent dans ce modèle de démocratie de proximité, donc qui est caractérisé, comme le disait Julien, par des procédures consultatives et peu formalisées, au sein desquelles l'élu reste un acteur central. Alors, bien sûr, ce décalage entre le discours et la pratique, il n'est pas spécifique au communisme, mais la différence, elle est frappante parce qu'il y a un discours justement un peu plus radical et plus politique à l'origine. Alors, s'il y a par contre une spécificité qu'on a pu remarquer dans les pratiques, c'est plus l'utilisation de ces dispositifs pour mobiliser et politiser la population contre des politiques qui vont être menées à d'autres échelles, notamment par l'État. Ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres collectivités. Par exemple, dans les réunions auxquelles on a pu participer à Bobigny comme à Morsan-sur-Orge, les élus vont régulièrement faire référence en réunion publique à la politique du gouvernement ou à la mondialisation pour imputer en fait des responsabilités aux problèmes que rencontrent les citoyens et qu'ils expriment en réunion publique. Et donc la population va être incitée dans ces dispositifs à apporter son soutien aux luttes des élus locaux pour modifier à leur avantage un rapport de force, mais sans que cette mobilisation repose forcément sur la constitution d'un mouvement social autonome, ce qui peut être une des limites de la démarche. Alors bien sûr, c'est un tableau très rapide qui serait affiné en fonction de chaque situation. Il est trop succinct pour prendre en compte la diversité des configurations participatives, mais globalement, on peut en retenir une tendance à l'homogénéisation des politiques participatives locales, c'est-à-dire que même si ces collectivités communistes ont souvent été pionnières en la matière en France et ont surtout réussi à bien communiquer autour de leur expérience, de leur démarche, les pratiques participatives ne constituent plus aujourd'hui un véritable élément distinctif du modèle de gestion locale communiste. Et donc l'hypothèse qui était un peu la nôtre au départ, selon laquelle la démocratie participative pourrait constituer un moyen de renouvellement du communisme municipal, finalement, ne tient pas tellement. Et en Ile-de-France, la principale différence avec le communisme municipal tel qu'il était pratiqué dans les collectivités communistes des années 30 jusqu'aux années 70 vient du fait que la démocratie participative ne s'inscrit pas dans un projet politique de représentation d'une classe sociale. Comme c'est le cas dans certaines expériences participatives, en Amérique latine notamment, qui vont mettre en avant la participation des classes populaires en lien avec un objectif de justice sociale. Et donc, ce qui me permet de venir aux perspectives. Donc, on a construit comme ça notre intervention, d'abord un premier temps plus sur un état des lieux, on va dire, et on va maintenant en venir aux perspectives. Donc moi, je vais vous parler un petit peu justement des expériences de budget participatif auxquelles je me réfère quand je parle de ces expériences qu'on cherchait à faire le lien entre participation des classes populaires et justice sociale. Et Julien parlera ensuite davantage de dispositifs délibératifs qui sont notamment basés sur le tirage au sort. Alors sur la question du budget participatif, qui est un des dispositifs intéressants pour aller un peu en avant sur les questions de participation, c'est un dispositif qui a été inauguré donc à Porto Alegre, une ville du sud du Brésil, il y a maintenant une vingtaine d'années, et donc qui a un processus qui vise à associer les habitants à l'élaboration du budget de leur ville. Et dans le cas précis de Porto Alegre, c'était à la fois le résultat d'une volonté politique des élus du Parti des travailleurs et d'un mouvement social local particulièrement dynamique. Et donc, dans le contexte brésilien, c'est un contexte bien sûr différent du contexte français, qui était marqué à la fois par le retour à la démocratie suite à une période de dictature et par des inégalités sociales particulièrement fortes. La participation était conçue comme un moyen de permettre aux classes populaires de faire valoir leur intérêt et de mettre un terme à l'appropriation de l'État par les classes dominantes.
Donc, les maîtres mots, les maîtres mots du budget participatif, ça va être d'inverser les priorités, donc faire en sorte que les ressources qui allaient traditionnellement dans les quartiers les plus riches aillent dans les quartiers les plus pauvres, et de démocratiser la démocratie, donc d'arriver à cet objectif de justice sociale par une participation des classes populaires. Donc il y a eu un système relativement complexe qui a été élaboré avec des assemblées à différents niveaux, avec également un système de représentation qui permet aux habitants de définir leurs besoins au niveau des quartiers, puis d'hiérarchiser les priorités donc au niveau du secteur et à l'échelle de la ville en fonction des critères de justice sociale. Donc, quand je dis avec un système de représentation, c'est qu'il y a des élections de délégués, mais qui ont des mandats impératifs. Et donc, ce n'est pas une représentation comme dans le cas d'une démocratie représentative. Et donc, après une première période de tâtonnement, forcément, ça s'est construit au fur et à mesure. On a une expérience qui a connu un succès très rapide avec une forte participation des classes populaires et un impact politique et social important. Donc, ce qui a fait que l'expérience s'est diffusée rapidement au Brésil et ensuite dans d'autres pays et sur d'autres continents. Alors, il y a eu plusieurs... dans les années 80, à la fin des années 90, le budget participatif est devenu comme ça un peu un modèle de participation des habitants au niveau local. Ça a été relayé par des canaux très différents, que ce soit par des institutions internationales comme la Banque mondiale ou le programme Habitat des Nations Unies, mais aussi par des réseaux plus militants, par exemple les forums sociaux, qui, c'est pas un hasard s'ils ont été organisés d'abord à Porto Alegre. Et donc, et en France, par exemple, c'est par des journaux comme Le Monde diplomatique que ça a pu être diffusé. L'idée étant d'y voir un moyen de concrétiser les idéaux du mouvement altermondialiste qui était alors naissant. Donc, dans un premier temps, on a eu cette expérience assez répandue dans les villes brésiliennes et latino-américaines. Et c'est encore là, en Amérique latine, qu'on a aujourd'hui les expériences les plus nombreuses, avec un budget participatif qui a un réel impact redistributif, ce qui est permis à la fois par une mobilisation donc, des classes populaires et des règles formelles qui favorisent la justice sociale dans la répartition des ressources publiques. En Europe, on a eu le budget participatif s'est répandu d'une manière plus tardive et plus lente. On a aujourd'hui plus d'une centaine d'expériences, surtout en Europe du Sud, en Espagne, en Italie et au Portugal. Et on a des grandes villes, par exemple, comme Séville en Espagne, ou des arrondissements de capitales, comme à Paris, à Rome et à Berlin. À Paris, c'est dans le 20e arrondissement, sur seulement les investissements de voirie, qui ont mis en place des budgets participatifs, mais aussi dans des villes plus petites ou de villes de taille moyenne ou plus petites. Et aujourd'hui, en fait, sous l'impulsion notamment des institutions internationales et des ONG, on a une extension de ce dispositif dans les pays en développement, notamment en Asie, en Afrique et en Océanie, mais aussi, par exemple, en Amérique du Nord, au Canada et aux États-Unis. Donc, bien sûr, cette diffusion du processus fait qu'on a une adaptation à chaque fois au contexte local et une diversification très forte dans les objectifs, dans les méthodes et dans les résultats par rapport à l'expérience initiale de Porto Alegre. Donc, en France, les premières expériences de budget participatif, elles vont émerger dans le contexte des débats parlementaires donc autour de cette loi de 2002. On a au départ une diffusion relativement rapide qui va ensuite l'être beaucoup moins. En 2001, il y avait 2 expériences et on passe à une douzaine en 2005, donc ce qui reste très minoritaire, mais on voyait quand même un certain dynamisme. Et les budgets participatifs ont d'abord été mis en place donc, dans des villes communistes, donc de la banlieue, de la région parisienne et en province, puis par des équipes d'autres tendances de la gauche. Et donc, contrairement aux conseils de quartier qui, là, sont vraiment diffusés, ça reste quand même des expériences très, très minoritaires. Et la majorité des villes qui avaient initié le mouvement ont soit arrêté leur expérience, soit elles fonctionnent plus tellement. Telle sorte que à peu près partout, les budgets participatifs à l'échelle communale en France sont un échec,
à l'exception de la ville de Grigny, donc en Rhône-Alpes, qui a toujours un processus qui fonctionne relativement bien. Alors, si le budget participatif au niveau communal n'a pas tellement pris, il y a eu un renouveau des expériences de budget participatif en France à partir de 2004, avec la création du budget participatif des lycées, donc qui a été créé par la région Poitou-Charentes, et qui se présente comme une expérience relativement novatrice en Europe, à la fois par le pouvoir qui est conféré aux participants et par la qualité délibérative du processus. Ce qu'on peut souligner par rapport à d'autres expériences en France, c'est l'importance du budget qui est mis en jeu, c'est 10 millions d'euros, donc au niveau des lycées. Une participation massive, il y a 24 000 participants lors de l'édition 2009-2010, et l'impact que ça a pu avoir notamment sur les réorganisations administratives au sein de la région, sachant qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un des rares dispositifs qui, en France, permet un accès direct à la décision, alors qu'on a vu la plupart sont consultatifs. Et aussi, un autre intérêt, c'est que depuis 2010, il y a eu des critères de justice sociale qui ont été intégrés à l'expérience pour que le budget participatif ait une fonction de redistribution des ressources parmi les lycées de la région. Donc ensuite, c'est un dispositif qui a été repris, ce budget participatif des lycées, souvent dans une version un peu édulcorée par d'autres régions en France. Et le fait que ce soit focalisé sur les lycées, ça s'explique essentiellement par le fait que ce soit la principale compétence des régions et que c'est un domaine d'action publique qui est assez facile, donc il est assez facile de se saisir pour les participants. Donc on pourrait se demander si, en s'appuyant sur cette expérience régionale, si le budget participatif pourrait connaître un peu une seconde jeunesse à l'échelle communale, mais ce qui supposerait qu'un certain nombre de conditions soient réunies. Et là, je rejoins un peu ce qui a été dit jusqu'à présent. La première condition, c'est qu'il faudrait que les élus acceptent de mettre en œuvre de véritables procédures codécisionnelles, sachant que le budget participatif n'a de sens que si de véritables enjeux sont discutés et s'il y a un accès à la décision de la part des citoyens. Et c'est pour ça qu'il y a eu que le budget participatif a eu un tel impact dans les villes brésiliennes, c'est parce qu'il y avait un accès direct à la décision, et ce qui a impliqué la participation des classes populaires, parce qu'il y avait des résultats très, très concrets. Donc, ce qui suppose de perdre un petit peu de son pouvoir de décision pour gagner donc, en légitimité et en qualité démocratique. Un autre pas à franchir, qu'a souligné Julien dans l'introduction, c'est que le fait que la présence des élus ne soit pas forcément indispensable dans ces espaces, et au contraire, l'autonomisation de ces dispositifs, donc comme c'est le cas dans les budgets participatifs dans d'autres pays en Europe, pourrait permettre donc une plus grande qualité dans les échanges. Et finalement, il nous semble que les budgets participatifs pourraient gagner à s'inspirer de méthodes d'animation de la discussion qui ont été expérimentées, notamment dans les jurys et les conférences de citoyens, par exemple les débats en petits groupes ou le fait qu'il y ait des animateurs neutres, des méthodes qui ont montré que les individus les plus éloignés de l'espace public pouvaient prendre de manière plus facile, plus aisée la parole. Et donc je vais laisser Julien conclure, élargir un peu les perspectives en approfondissant ce dernier point. Je vais essayer d'évoquer d'autres expériences qui prennent des formes un petit peu différentes, où néanmoins, et je vais essayer d'abord d'expliquer pourquoi, la question au fond du pouvoir de décision en jeu dans ces espaces participatifs reste centrale. Et pourquoi on insiste autant avec Héloïse depuis le départ sur cette question du pouvoir de décision, dans le cas de la codécision qu'a évoqué Héloïse à l'instant, dans un cas encore plus direct que je vais évoquer tout de suite, c'est que fondamentalement cette question-là est décisive dans la mesure où on se rend compte que quand les dispositifs participatifs ont un pouvoir relativement important, quand on va au-delà de la consultation, la participation est plus importante, la participation des couches populaires est plus importante, ce qui permet que ces besoins-là soient entendus. Et quand on sait que, comme ça a été dit au début, que
les représentants politiques, les élus, sont, pour le coup, de moins en moins issus des catégories populaires, si on veut que ces besoins, ces revendications soient entendus, même si on peut en débattre, si on veut que ces besoins et ces revendications soient entendus, il faut créer des espaces pour que ces besoins puissent être exprimés. Et la démocratie participative, si elle va au-delà de la consultation, peut être un moyen pour cela, puisque un des objectifs, c'est-à-dire que c'est pas uniquement la démocratie pour la démocratie, même si c'est un enjeu en soi, c'est pour le coup changer les règles du jeu démocratique pour promouvoir la justice sociale. Et donc c'est que en changeant les règles du jeu, on pourra promouvoir d'autres décisions, et le cas de Porto Alegre l'a montré de façon assez magistrale. Et donc c'est vraiment, voilà, la démocratie est un enjeu en soi, mais probablement pas le seul. Donc je voudrais évoquer à présent une autre expérience qui m'amènera à réfléchir plus largement ensuite, mais sur la façon dont on peut précisément associer les citoyens plus directement à la décision. Alors donc je voudrais évoquer une expérience qui s'est tenue au Canada en fait en 2005 dans une province, donc une région du Canada qui s'appelle la Colombie-Britannique, qui est tout à l'ouest, et qui est une expérience en fait qui permet d'associer démocratie participative et démocratie directe via le recours au référendum. En fait, c'est ce qu'on a appelé l'Assemblée citoyenne de Colombie-Britannique. Alors quel était le contexte de cette expérience qui, moi, me semble en tout cas particulièrement intéressante d'un point de vue démocratique. En fait, la question qui se posait, c'est une question qui est au départ très technique, et on va voir d'ailleurs que c'est intéressant que des citoyens peuvent être associés à une question aussi technique, c'est une question de réforme du mode de scrutin aux élections provinciales, donc qui est plus ou moins, disons, les élections régionales pour le Canada. Au fond, le problème de ce mode de scrutin, c'est qu'il était ultra majoritaire. C'est-à-dire que le parti qui remportait les élections était ultra dominant ensuite à l'Assemblée provinciale, obtenant quasiment tous les sièges. Et donc, ce qui, en termes de démocratie, représentation de l'opposition, posait un problème. Le problème, c'est que dans un cas comme celui-là, mode de scrutin, les partis politiques ne sont pas forcément les mieux placés pour décider, puisqu'ils sont juges et partis. C'est-à-dire que le parti qui arrive au pouvoir, et donc qui aurait le pouvoir de changer les règles du jeu, n'a aucun intérêt à le faire, puisque précisément ces règles du jeu lui ont permis de parvenir au pouvoir. Néanmoins, il y a eu... pour des raisons un peu complexes, mais une décision, un accord avant les élections, en fait, de réformer ce mode de scrutin. Et donc, comme il y a cette idée que les partis politiques, dans ce cas-là, sont jugés partis, on s'est dit, on va externaliser cette question de la réforme du mode de scrutin en invitant des citoyens à participer sur cette question, en organisant donc une assemblée citoyenne chargée de réfléchir au meilleur mode de scrutin pour la province. Et donc, ils ont tiré au sort un groupe de 150 citoyens de la Colombie-Britannique, l'idée étant de représenter, au fond, toute la diversité territoriale des urbains et des ruraux, sociale, toutes les catégories sociales, autant d'hommes que de femmes, des minorités ethniques, etc. Et donc, pendant un an, l'Assemblée a planché, en fait, en se réunissant toutes les 2 semaines, pendant un week-end à chaque fois, donc c'était extrêmement engageant pour les gens, mais bon, ils ont accepté de jouer le jeu. Et donc, ils ont à la fois reçu une formation, parce que les gens n'y connaissaient quand même pas grand-chose au départ, une formation sur les différents modes de scrutin existants. Ils ont auditionné l'ensemble des partis politiques et les associations intéressées. Ils ont aussi discuté entre eux, je viens dans un instant sur la façon dont ça s'est passé. Et ils ont fini, au bout d'un an, par remettre une proposition de réforme du mode de scrutin. Donc on voit la montée en compétences. Alors ça prend du temps, ça demande de la formation, etc. Mais au bout d'un an, ils ont réussi à proposer une réforme du mode de scrutin. Bon, je ne veux pas rentrer dans le détail de ce qu'ils ont proposé, parce que ce n'est pas forcément ce qui nous intéresse ici, mais voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, là, l'histoire ne s'arrête pas là. Alors qu'en général, dans ce genre de cas, quand on tire au sort un petit groupe de citoyens, comme ça se fait de plus en plus, c'est ce qu'on appelle des jurys ou des conférences de citoyens. En général, les citoyens, pour le coup, ne se réunissent pas pendant un an, ils se réunissent pendant 1 ou 2 week-ends, donc ce qui, en termes de montée en compétence, est déjà plus problématique. Mais en plus, l'avis, ils émettent un avis, et ensuite, en général, les élus le prennent et le mettent dans un tiroir. C'est en général ce qui se passe. Là, ce qui est intéressant, c'est que dans ce cas, la proposition donc, de réforme du mode de scrutin a ensuite été soumise à référendum dans l'État tout entier. Et donc le travail des citoyens, qui a été quand même relativement approfondi et fouillé pendant des mois, a pu être légitimé ensuite par un référendum. Et donc, alors pour le coup, le référendum n'est pas passé parce qu'il fallait 60% de participation, il y a eu 55% de participation. Donc l'histoire se finit mal. Mais il n'empêche que le modèle démocratique me semble néanmoins relativement intéressant et permettant d'associer justement qualité délibérative, et je vais rentrer un petit peu dans le détail là-dessus dans un instant, et pouvoir de décision directe. Alors c'est un exemple qui peut paraître comme ça extrêmement exotique, parce que, mode de scrutin, Canada, etc. Mais moi, il me semble qu'on pourrait imaginer assez aisément la même chose à l'échelle locale, par exemple, pour des décisions sur certains grands projets d'aménagement.
sur la construction de stades, sur la construction de mosquées, de logements sociaux, d'équipements culturels, à la fois une phase intensive de délibération où on va étudier toutes les options possibles, en ayant toute l'information, etc. Et ensuite, potentiellement, un référendum pour que la population tranche. Puisque précisément, l'idée de la démocratie participative, au fond, c'est de, je dirais, créer les conditions institutionnelles pour permettre à la population de devenir suffisamment compétente, suffisamment éclairée, pour pouvoir prendre des décisions sur les enjeux importants. Au fond, l'idée, c'est pas de dire que n'importe qui, tout un chacun, est en permanence, tout le temps et immédiatement capable d'avoir un avis sur le mode de scrutin. C'est de dire que si on leur donne les moyens, par des formations, par des discussions en petits groupes, n'importe qui est suffisamment capable d'avoir un avis relativement intelligent sur n'importe quelle question et donc, derrière, de pouvoir décider. Donc, au-delà de cette question du rapport à décision de cette expérience-là, d'autres éléments sont à prendre en compte et peuvent être intéressants, je pense, à évoquer rapidement. Rapidement ici, c'est le recours au tirage au sort qui fait parfois des débats. Et là, l'intérêt notamment du tirage au sort, c'est que ça permet de faire remonter un certain nombre de points de vue, et notamment ceux qu'on n'entend pas en général. Donc, tout d'abord, au fond, ça permet de faire participer ceux qui ne le feraient pas spontanément. On sait qu'en général, ceux qui participent spontanément sont ceux qui ont l'habitude de le faire, et notamment les plus éduqués. Et donc, le tirage au sort permet, de ce point de vue-là, de faire émerger des voix et des positions qui seraient sinon invisibles. Et donc, on va toucher des ouvriers, des chômeurs, des immigrés, des jeunes, puisque l'idée, c'est de constituer un échantillon représentatif de la population. Par ailleurs, l'intérêt, c'est que non seulement on va permettre à ces voix de s'exprimer, mais en plus, et là, il y a quelques études là-dessus qui montrent que ça permet, comme c'était évoqué au départ, en fait, de mettre le pied à l'étrier à des gens qui spontanément ne se seraient jamais engagés. Et des gens qui, du coup, vont s'intéresser à la chose publique, vont avoir ensuite des trajectoires d'engagement politique à plus long terme. Ce qui est, au fond, assez rare dans les autres expériences de démocratie participative, puisque tout simplement, les classes populaires ne participent pas. Donc là, je ne dis pas que ça marche toujours à chaque fois, etc., mais ça peut mettre le pied à l'étrier un certain nombre de personnes. Autre élément, donc, qu'évoquait tout à l'heure Héloïse, l'idée, en général, c'est quand même de tirer au sort des petits groupes de citoyens, puisque l'idée, c'est non seulement que les gens soient là, et notamment ceux qui ne participent pas spontanément, mais que également ils prennent la parole. Et là, on s'est rendu compte très clairement que pour que les gens prennent la parole, il y a un certain nombre de conditions, et que notamment le grand groupe, la présence des élus également, la présence la différence de statut entre les membres du groupe, la présence d'un animateur neutre, parfois même, et ça c'est un débat qu'on peut avoir, mais moi c'est plutôt ma position, mais le recours au vote à la fin de la discussion, puisque le consensus est aussi parfois un moyen d'exercer une pression sur certains. En tout cas, l'organisation de la participation est une condition pour que ceux qui n'ont pas l'habitude de le faire prennent la parole. Et donc ça, c'est un des apports, je dirais, de la réflexion sur la démocratie participative, c'est qu'au fond, ça s'organise. Et que la spontanéité démocratique est en général la porte ouverte à la domination de ceux qui ont l'habitude de participer et de prendre la parole. Alors, dernier point là-dessus, parce que c'est une des critiques et qui me semble justifiée d'ailleurs, de ce type de recours au tirage au sort, c'est que, au fond, l'inconvénient, c'est que ça individualise la participation. C'est-à-dire qu'on va chercher un ouvrier, etc. Et donc, je dirais que, au fond, le risque, c'est d'atomiser le corps social, qui ne serait plus qu'une juxtaposition d'individus. Alors que la société est également faite, au fond, d'organisations, de collectifs, d'appartenance et d'identités collectives qui, du coup, disparaissent un peu dans cet espace-là. Et on peut même dire que, parfois, l'injonction qui est faite à des gens qui n'ont pas l'habitude de prendre la parole, qui n'ont rien demandé, qui se retrouvent tirés au sort et qui se retrouvent à participer, peut être même d'une violence extrême. Donc, il y a probablement des réflexions à avoir sur l'articulation, au fond, entre l'intérêt du tirage au sort que j'évoquais à l'instant, qui est de faire participer ceux qui ne le feraient pas naturellement, avec des formes d'organisation plus collectives. Parce que un des risques de la démocratie participative, et au-delà du tirage au sort, on le voit aussi dans les conseils de quartier, etc., c'est de marginaliser l'association. Et c'est parfois même une stratégie des élus. Au fond, c'est de jouer les citoyens ordinaires, lambda, qui vont un peu moins gueuler, contre les associations qui sont un peu plus pour la gratter. Et moi, j'aurais tendance à dire que c'est dans l'articulation et la composition entre ces différentes formes, en faisant participer des gens qui ne l'auraient pas fait spontanément, mais aussi en ayant des associations plus critiques que le potentiel démocratique des expériences de démocratie participative peut être pleinement tenu. Voilà. Merci.